On est en communication avec Lamia Charlebois, consultante en relations publiques, conférencière, auteure et journaliste, et aussi avec Hala Seidan, j'espère que je prononce bien. Elle est une étudiante de 22 ans. Elle a terminé son baccalauréat en sciences politiques avec une mineure en études du Moyen-Orient à l'Université McGill ici à Montréal. Elle va commencer ses études en droit en septembre aussi. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Comment allez-vous? Très bien, Paloma. Merci à vous et à Radio-Canada International. Bonjour, merci à vous. Est-ce que je prononce bien votre nom? Oui, très bien. Parfait. Donc, selon plusieurs analystes, plusieurs médias aussi, le Liban, dont vous êtes originaire, vit la pire crise économique, politique et sociale de son histoire. J'aimerais pour commencer savoir, de votre point de vue, de vos deux points de vue différents, distincts, comment vous expliquez, enfin, comment vous vivez et expliquez aussi cette crise actuelle au Liban. Je commencerai peut-être par la mienne. Évidemment, étant plus âgée que Hala, j'ai vu beaucoup de crises au Liban, plusieurs à répétition. Je peux vous dire que celle-ci est la pire de tous les temps, en tout cas de mon vivant, disons. Parce que c'est une crise économique, financière, sanitaire, sociale, c'est une crise politique et le tout est arrivé en même temps. Évidemment, la Covid n'a pas été du tout. C'est une crise qui arrive aussi après une révolution qui a commencé le 17 octobre au Liban, qui nous a donné beaucoup d'espoir et qui a montré encore et encore et encore que le peuple libanais est un peuple extraordinaire, résilient, positif, qui veut prendre les choses en main, qui veut changer son pays. Et franchement, si ce n'était que du peuple, le pays serait 10 fois mieux qu'il ne l'est maintenant. Or, il est entre les mains d'une classe politique corrompue et mauvaise. Il faut dire aussi que il y a un problème qui est nouveau. On n'a jamais eu même à travers la guerre civile que j'ai eu le malheur de vivre, on n'a jamais eu de problème de pauvreté et c'est de famine. La classe moyenne est presque effacée. On a aujourd'hui ce qu'on appelle des nouveaux pauvres au Liban. Donc, le chômage est à son pire et ce qui fait très peur, c'est que l'avenir, même les gens les plus optimistes, les plus combattants, les plus positifs, ce peuple-là qui a fait la révolution, et un petit peu pessimiste. Donc, on est tous très inquiets. Je laisse la parole à Hala parce que Hala, avec ses connaissances en sciences politiques, elle a une vue plus scientifique. Non, Donc, dites-nous, je suis Hala, complètement, comment vous voyez ça? je suis complètement d'accord avec toi, Lamia. Et je pense que le problème au Liban est un problème politique. Donc, le clientélisme, le système confessionnel de partage de pouvoir et aussi une classe politique qui est très corrompue et incompétente sont à l'origine de cette crise socio-économique au Liban. Cette classe politique, par exemple, a promis depuis 2008 et même avant de l'électricité 24 sur 24. Aujourd'hui, cette promesse est vide, comme beaucoup d'autres promesses. Et aussi, le secteur de l'électricité aujourd'hui, il est responsable de la moitié de la dette du pays. Donc voilà combien cette classe politique est incompétente. Non seulement corrompue, mais incompétente. Et justement, je voulais aussi parler de la question de liberté d'expression parce que ça a été évoqué par plusieurs médias, une crise de liberté d'expression. On a parlé évidemment de la crise sanitaire, de la crise économique, de la crise politique dont vous parlez particulièrement, mais il y a aussi la question de la liberté d'expression. Radio-Canada, justement, a publié hier un texte qui présentait plusieurs témoignages des gens qui disaient vivre, en plus de toute cette disons, crise, situation particulièrement difficile dans les rues, dans les maisons, etc., avec la classe politique, etc., il y a aussi cette répression en ce qui concerne la liberté de parole. Paloma, je vais laisser Hala répondre à ça, mais en passant, je tiens à remercier profondément Radio-Canada qui n'a jamais lâché le Liban et qui prend toujours le temps de mettre la lumière sur les événements là-bas d'une façon neutre et d'une façon très professionnelle. Et ça, c'est vraiment, au nom de tout le peuple libanais, je les remercie parce que la pire chose, ça serait de tomber dans l'oubli de l'actualité. On ne peut plus être occupé dans l'actualité cette année en 2020. Je laisserai la parler de la liberté d'expression qui est assez grave aussi. Oui, oui, Paloma, c'est un sujet très alarmant. Je pense que le Liban est l'un des pays arabes les plus libres. Mais depuis août 2015 et la crise des ordures et les manifestations qui ont dénoncé la même classe politique qu'on a dénoncée en octobre 2019, les cas de diffamation qui ont été investigués par le bureau du cybercrime
a augmenté d'une façon alarmante. Donc, juste pour donner un stat, selon Human Rights Watch, en 2018, le bureau a investigué 1451 de cas de diffamation, 81% de plus qu'en 2017 et 325% de plus qu'en 2015. Donc, c'est alarmant, c'est dangereux. Dans une entrevue aussi avec Human Rights Watch, le journaliste libanais Riyad Kobaisi a dit « Au Liban, il y a un fort esprit de liberté, mais pas assez de démocratie. » Et je pense qu'il a complètement raison. On comprend que les lois sur l'injure, l'outrage et la diffamation sont là pour protéger les personnes dont la réputation a été injustement ternie. Mais le problème au Liban, c'est que cette classe politique qui est corrompue et incompétente, elle utilise ces lois-là pour se protéger et pour faire taire les journalistes, les voix critiques qui, eux, jouent un rôle primordial dans le dévoilement de la corruption. Et en plus de ça, les lois qui autorisent l'emprisonnement des individus pour avoir critiqué des personnes dans le gouvernement sont incompatibles avec les obligations internationales du Liban en matière de protection de la liberté d'expression, qui est doublement dangereuse. Juste pour donner un exemple, il y a l'avocat Wassef Harake qui a été violemment agressé il y a quelques jours. Et les agresseurs ont utilisé une voiture qui appartenait au ministère des Affaires sociales et du Tourisme. Donc, juste pour vous donner un exemple très récent. Il y a beaucoup d'autres cas. Le Canada et le Liban ont une relation de longue date, une relation assez étroite. Il y a plusieurs, au niveau aussi de la société, mais aussi il faut dire que la communauté libanaise représente le groupe ethnique arabe le plus important au Canada et un grand nombre de Canadiens vivent au Liban. Je voulais savoir, qu'est-ce que le Canada, vous parliez tout à l'heure de la communauté internationale, mais qu'est-ce que le Canada, où vous habitez, Lamia, depuis tant d'années, peut faire pour, dans le contexte politique et social actuel dans votre pays d'origine? Je suis contente de vous parler de mes deux pays. Le Canada, d'abord, le Canada a une diaspora libanaise qui est magnifique, qui contribue socialement, économiquement, moralement, médicalement. On a des top médecins qui sont libanais. Il y a des fondations, des charités qui ont été organisées pour aider, par exemple, je pense à la Fondation des cancers du sein, Cedars Cancer Foundation. Il y a le Libanais ne passe pas ailleurs calmement et gentiment. Le Libanais contribue, il fait la fête, ça c'est vrai, mais il contribue à la société, à l'économie, il paye ses taxes avec plaisir. En général, ça se passe très bien et je dois dire qu'au Canada, ça se passe particulièrement bien. C'est une très belle communauté dont je suis extrêmement fière. Maintenant, qu'est-ce que le Canada peut faire? Et après, je vais vous dire pourquoi. Pas seulement le Canada, pourquoi? Parce que c'est un petit pays au fin fond du monde, on pourrait l'oublier. À part que c'est le plus beau pays du monde. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est mon cœur qui parle. Il faut qu'ils puissent aider le Liban à obtenir une neutralité, avec le soutien de l'ONU, bien sûr, dans cette région, parce que les conflits régionaux, qu'on le veuille ou pas, nous affectent depuis, je dis nous, les Libanais, nous affectent depuis trop longtemps. À chaque fois que, d'ailleurs, on le dit en arabe en blaguant, quand l'Iran éternue, quand Israël tousse, quand la Russie se lève du mauvais pied, il est temps qu'on ne soit pas influencé à ce point par les conflits régionaux. Et que tous les conflits régionaux passent par nous, parce que c'est facile, parce que c'est pratique, parce que c'est un terrain fertile pour ça. Ça, c'est de un. De deux, aider les Libanais à tuer le système qui est en place et aider les Libanais à prendre le pouvoir. S'il y a une expertise quelconque ou un savoir quelconque, donner ce pouvoir entre les mains du peuple. Le peuple est génial. Il est génial. Il est fort, éduqué, solide. Il a la bonne volonté et il connaît bien son pays. Il sait c'est quoi le bien de son pays. Aider à dénoncer cet argent qui a disparu, l'argent du peuple. C'est l'argent du peuple. Ce n'est pas l'argent des politiciens qui a disparu dans des banques étrangères. Je veux bien qu'il y ait le secret bancaire international, mais dans ce cas-là, il y a bien eu Wikileaks, il y a bien eu des dénonciations, il y a bien eu des dossiers qui sont sortis de leur boîte. Il est temps qu'on voit, il est où cet argent? Dans quelle banque en Suisse? C'est quoi les comptes? Qui a fait quel virement? Il y a eu des virements qui ont énormes, qui ont été faits en catastrophe et en urgence dès qu'il y a eu la révolution. C'est quand même un peu louche. C'est l'argent du peuple. Ce n'est pas l'argent des politiciens. Le politicien, un vrai politicien, il est au service de son peuple. Il est employé chez son peuple.
Hala, je voulais vous poser une question plus pointue par rapport à votre expertise, parce que vous avez un baccalauréat en sciences politiques, une MINA, comme je disais, en études du Moyen-Orient. Justement, la position géopolitique du Liban dans la région est très particulière. Mais dites-nous, comment voyez-vous justement cette position-là par rapport au pays dans lequel vous vivez maintenant, que c'est le Canada? Donc, qu'est-ce que peut arriver dans cette perspective-là? Ouais, je pense que le Liban a toujours été, même avant la guerre civile et pendant la guerre civile, comme une proxy pour les pays, l'Iran, les États-Unis, la Russie, ces trois pays-là. Donc, on s'est retrouvés déchiquetés par ces trois pays. Donc, il y a des gens au Liban qui qui se trouvent plus à l'aise, par exemple, étant plus proches des États-Unis. D'autres veulent l'Iran, la Chine, la Russie. Donc, je pense que ces problèmes géopolitiques ont déchiqueté, ont divisé le Liban, mais aussi le peuple libanais. Parfois sous des lignes religieuses, pas aussi musulmans, chrétiens. Donc, ça a aggravé la situation confessionnelle au Liban et le rôle de la religion et la politique. Et donc, c'est dangereux. Mais est-ce que vous voyez un rôle pour le Canada dans ce contexte-là? Dans ce contexte, parce que vous parlez de trois autres grandes puissances économiques. Le Canada n'est pas une puissance aussi grande que la Chine ou la Russie ou les États-Unis, mais il y a quand même un pays développé, un pays qui fait partie du G7. Donc, voilà. Paloma, le Canada a une expertise, c'est-à-dire, exactement, je ne pense pas qu'ils ont le pouvoir d'intervenir ou de taper sur les doigts des États-Unis ou de la Russie. On le voit un peu avec nos frontières ici pour des sujets comme le bois, comme on a eu des petites altercations. Et disons que nos voisins américains ont actuellement un leader politique qui est particulièrement volatile et passons là-dessus. Vas-y, Hala, parce que tu… Oui, je pense que le Canada peut faire quelque chose, mais aussi le Liban a aussi un rôle à faire. Donc, le Canada peut sûrement, par exemple, dans le Fonds monétaire international, peut exiger des réformes, parce que la classe politique corrompue au Liban ne va pas s'exiger des réformes. Donc, on a besoin d'une force extérieure, comme le Fonds monétaire international. Pour exiger des réformes, ils ont essayé de le faire, par exemple, à travers le secteur de l'électricité, ce qui est bien parce qu'on a besoin de cette force extérieure, Canada, États-Unis, n'importe quelle force extérieure. Mais en même temps, le Liban aussi, il a un rôle à jouer. Il doit s'exiger ses réformes. Et il doit faire ses réformes et une reconstruction de sa dette. Donc oui, on a besoin de l'aide extérieure, mais aussi on doit s'entraider nous-mêmes, les Libanais entre eux. Mais ça, je dois vous dire qu'on… Hala, permets-moi on l'a fait, c'est-à-dire qu'on le fait et on l'a fait. Mais aujourd'hui, vous avez d'ailleurs la révolution d'octobre 2019 a été extraordinaire. Ça a été une leçon pour la planète. Les femmes étaient dans la rue. Ça a été une révolution féminine surtout, mais d'une force de vie et d'espoir extraordinaire. Mais là, aujourd'hui, le peuple… Comment voulez-vous qu'on continue à se battre et qu'on fasse des réformes et qu'on écrive des réformes et qu'on mène tout un pays quand tous les jours, le peuple est bafoué, insulté, humilié, affamé, on l'a privé de denrées de base, de denrées alimentaires, d'électricité, les routes sont problématiques, le chômage, on les a privés. Vous avez aujourd'hui des pères de famille, il y a eu 3-4 suicides, c'est du jamais vu. On n'a pas tellement de suicides au Liban, on a d'autres problèmes, mais parce qu'ils ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Donc, est-ce que le Canada ne va pas aller régler tous les problèmes du Liban? Je suis d'accord avec Hala là-dessus. Lamia Charlebois, Hala Zeidan, merci beaucoup d'avoir accepté de me parler de ce qui est évidemment très passionnant pour vous deux. Cette situation au Liban vous touche personnellement, vous touche dans vos entrailles, je dirais. Mais vous êtes ici au Canada, puis donc vous vivez un peu ça de loin, donc cette distance aussi peut être difficile. Donc j'apprécie beaucoup que vous ayez accepté de participer à cette… Paloma, si vous permettez, 20 secondes, un dernier mot pour Hala,
Et un dernier mot pour moi, parce qu'on a des messages à envoyer à nos pays. Allez-y. Juste un petit message et merci beaucoup pour cette opportunité, Paloma. Je voulais juste dire qu'une des plus belles caractéristiques du peuple libanais, à mon avis, c'est sa résilience. Je la vois, cette résilience, dans les yeux de mon papa, quand il se rend à la banque chaque semaine pour m'envoyer de l'argent malgré les restrictions. Je la vois aussi dans les yeux de maman qui sourit, qui est heureuse, qui essaye de l'être malgré tout. Mais je la vois aussi ici à Montréal, dans les yeux de la mienne, qui se bat et se bat et se bat et ne cesse de m'inspirer à se battre pour un Liban meilleur. Mais je pense que cette forte résilience cache beaucoup de blessures, d'espoir brisé et de haine. Et je pense qu'aujourd'hui, cette résilience est devenue comme un privilège en soi, parce que beaucoup de gens au Liban n'arrivent plus à l'être. Le peuple libanais est vraiment épuisé aujourd'hui. Et merci beaucoup, Paloma. Moi, mon dernier message, c'est je l'envoie à toute ma famille, tous mes amis et tout mon peuple au Liban. Je suis extrêmement fière je n'aurais pas voulu naître dans aucun autre pays au monde. Je suis très fière d'être aussi canadienne. Je n'aurais pas choisi un autre pays au monde. En tout cas, pas la Chine. On va passer là-dessus. Et je leur souhaite beaucoup de courage et on ne les lâche pas et on se bat avec eux à l'étranger aussi, partout au monde et dans nos pays adoptifs. Donc, on continue et on n'arrête pas. Et je suis sûre que le Canada peut donner un coup de pouce et le Fonds monétaire international aussi. Je compte là-dessus. Paloma, merci beaucoup, beaucoup. Merci à vous, Merci Lamia, beaucoup. Hala, merci beaucoup. Donc, on va peut-être se retrouver à un autre moment. Donc, bonne chance pour En ton vrai. pays. En vrai. Après Covid. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.